Romainville, si vous ne connaissez pas cette partie de la Seine-Saint-Denis, en réalité on est sur la partie de Romainville qui touche Pantin. On est à 3 stations de métro de la Philharmonie et du parc de la Villette. C'est un ancien site industriel en fait qu'on a réhabilité. Et effectivement, ce sont aujourd'hui 11 000 mètres carrés qui sont ouverts. Sam Stotze mentionnait des galeries d'art. Il y a également une association d'artistes, Jeunes Créations. Il y a l'installation du FRAC Île-de-France pour son bâtiment des réserves, qui sera un bâtiment accessible au public. Il y a l'école La Parsons Paris qui vient d'accueillir ses premiers étudiants depuis le mois dernier. Et donc, il y a une très grande chaufferie qui était en fait la centrale thermique des laboratoires de Roussel-Uclaf, grand groupe pharmaceutique français, qui était présent sur ce site depuis la création de cet ensemble industriel en 1946-1947. Donc c'est des bâtiments qui sont devenus ensuite propriété de Sanofi. Donc il s'agissait ici de recherche pharmaceutique, de production. De manière très étrange, en fait, on est très proche de Paris parce qu'il y a un métro de la ligne 5 qui est à 5 minutes, 10 minutes à pied. Alors, ce sont des espaces qui sont vastes. C'était prévu vraiment pour la recherche pharmaceutique, donc il y a des très grandes hauteurs sous plafond. Ce sont des plateaux de travail qui avaient été pensés pour la production. Bien sûr, on est très, très éloigné de la Villa Médicis, mais ce sont des espaces qu'on a donc réhabilités en lieu à la fois de monstration, en lieu de production. Petit tour d'horizon des bâtiments qui sont donc ouverts au public. Alors, les galeries d'art en France ont pu réouvrir depuis quelques semaines. Je vous fais juste un petit tour en 360 rapidement. L'ensemble de ces bâtiments tels qu'ils sont ici sur le plan sont existants, sont créés. Vous avez donc 4 galeries d'art, Jocelyn Vol, Fabienne Leclerc, Galerie Sator, Air de Paris, qui sont installées depuis la FIAC de l'année dernière, 2019. Donc effectivement, plusieurs vernissages ont déjà eu lieu. Le grand bâtiment que vous voyez au fond de briques jaunes, ça c'est un élément nouveau, ce sont les réserves du FRAC, du Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France, qui n'avait pas de bâtiment à proprement parler pour assurer la conservation des œuvres. Et il se trouve qu'en plus ce bâtiment, en sa partie centrale, peut accueillir le public. Donc l'idée du FRAC et des équipes de Xavier Franceschi, c'est de pouvoir faire sortir des œuvres des collections et de les présenter au public. Ils auraient dû ouvrir à la fin du mois de novembre, ils le feront vraisemblablement dès que le gouvernement permet la réouverture des centres d'art. La résidence de la Fondation Fiminco, c'est le grand bâtiment que vous voyez au bout de la flèche, dans lequel d'autres structures culturelles sont présentes. Je mentionnais tout à l'heure la Parsons Paris, une école de mode et de design, qui a donc ouvert un deuxième campus à Romainville dans ce bâtiment, sur notamment l'enseignement de la mode et du design. Donc il y a une cinquantaine aujourd'hui d'étudiants et d'étudiantes qui sont parmi nous. D'autres présences, Blancali pour ses bureaux administratifs pour l'instant, et puis je reviendrai aussi sur ta présence avec les studios de danse dans quelques mois sur l'extension de la fondation. Je voudrais quand même mentionner aussi Laurel Parker Book, un artisan d'art spécialisé dans la reliure, dans les ouvrages très rares, une ancienne pensionnaire de la Villa Kujuyama à Kyoto, donc la présence aussi de quelques métiers d'art, et puis la très grande chaufferie que vous voyez coiffée de sa cheminée est devenue un espace d'exposition accessible au public qu'on a pu ouvrir donc en septembre et en octobre. J'ai très largement décrit ce que vous voyez à l'écran. Le bâtiment du FRAC, donc c'est le bâtiment, c'est la photo, c'est la façade dessinée par les Frix, par l'agence parisienne Frix, que vous voyez au fond de l'image. Et puis sinon, la totalité du quartier, ce sont ces bâtiments industriels sur plusieurs niveaux dans lesquels se sont installés les différents acteurs du projet. J'avance un tout petit peu pour vous en dire aussi un peu plus. Ça, c'est quelques vues qui datent de tout début septembre. À la fois le bâtiment des galeries et le bâtiment de la résidence, éclairé au fond le bâtiment du FRAC. Vous voyez, ça crée comme une espèce de cour intérieure assez sympathique, très sympathique l'été et en septembre et en octobre. Les gens venaient en famille très largement. On y avait installé aussi un café
café. Il y a il y a une atmosphère en fait de convivialité, il y a comme une logique de rassemblement et je crois que ce qui guidait Gérald Lazenko quand il a créé la Fondation Fiminco, c'était de faire un lieu, en fait un point de rencontre, que ça puisse être un point de rencontre, un point d'échange pour les artistes, autour des artistes. Les bâtiments ici rouges que vous voyez, ce sont que je viens de vous décrire, parce qu'ils sont donc déjà ouverts. Et Jean-Michel Milmotte, qui est ici, nous a permis en fait de penser toute une extension. Les salles de répétition, galeries, pôle spectacle vivant, c'est donc le même site industriel qui date de 46-47, 20 000 mètres carrés supplémentaires, dans lequel on va continuer en fait l'aventure de ce quartier culturel en y attirant d'autres acteurs de la culture, des artisans d'art, d'autres galeries. La galerie Maël, si vous la connaissez, une galerie d'art urbain qui s'appelle Quai 36. Pour Blancali, on installe 2 studios de danse qui seront prêts dans quelques mois pour que tu puisses y installer ta compagnie, pour que tu puisses répéter sur place. Donc il y a une vraie logique en fait de quartier culturel avec une très grande diversité en fait d'acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs, des artistes et des métiers d'art. Il y a au final un quartier qui va faire près de 46 000 mètres carrés, qui est vraiment accessible à tous. Nous, on met un point d'honneur aussi à faire toute une série de projets pensés pour les publics. Donc dans l'équipe, on travaille beaucoup la question aussi du rapport avec les écoles, avec les associations du territoire. La chaufferie est un grand espace d'exposition, vous l'avez vu sur une des images. On a vraiment commencé avec une logique d'invitation de projets. On a invité en septembre et en octobre un centre d'art coréen, Art Sonje, qui est venu présenter un projet qu'on avait découvert à Séoul il y a quelques mois. Et ça, c'est la première logique en fait, d'invitation à des centres d'art étrangers. On le fera aussi avec d'autres centres d'art ailleurs en Europe et ailleurs en France. L'idée, c'est de pouvoir montrer aussi une grande diversité d'esthétique, une grande diversité de vision sur une logique d'invitation faite à des centres d'art. Donc on a pu le faire en septembre et en octobre. On a eu beaucoup de public qui a pu se déplacer. On fait tout un travail aussi de médiation pour essayer de présenter les projets, de présenter ces projets qui sont invités. Ça, c'est la chaufferie vue de l'intérieur, donc qui accueillait en fait les machines de production de vapeur et nous permet en fait de travailler sur du hors format. On pourrait très bien y accueillir aussi des projets de performance. On peut y accueillir aussi des projets éducatifs. Là, on s'était donc installé sur tous les niveaux en fait de la chaufferie. On a 3 niveaux en tout, ça fait à peu près 1000 mètres carrés d'un espace qui est aussi totalement inédit parce qu'il est entouré de lumière. Ce sont des murs, des carreaux de verre qui entourent cette grande nef avec ses 14 mètres de hauteur sous plafond. On a fait un projet donc avec les Coréens, on a aussi fait un projet avec l'Europe, un projet START, que peut-être certains d'entre vous connaissez, un programme qui allie à la fois des nouvelles technologies et des artistes. On a présenté certaines des œuvres qui étaient issues des prix START, qui nous a permis aussi de toucher un public plus jeune, un public d'adolescents, d'adultes aussi qui ont essayé, qui se sont immergés dans des univers artistiques par le biais notamment de la réalité virtuelle. Quelques images aussi pour montrer qu'on a pu accueillir là en septembre-octobre beaucoup de public à l'occasion des différentes ouvertures qu'on a pu faire. Travail aussi assez spécial avec le jeune public. On a la chance d'être assez accompagné par le département de la Seine-Saint-Denis, par Est Ensemble, qui est l'agglomération qui nous entoure, par les associations aussi de quartier. Ça nous permet vraiment, on continue de le faire même on l'a continué pendant le 2e confinement, nous permet aussi de pouvoir travailler avec les écoles et les centres sociaux. J'aimerais en venir aussi au principe de la résidence d'artistes que nous avons créé. Donc on a lancé au mois de décembre jusqu'à la fin du mois de janvier le 2e appel à candidature. J'aimerais essayer de vous en dire un peu plus, vous faire entrer dans ce grand bâtiment que vous voyez ici, qui est le lieu principal de la résidence d'artistes. Les artistes sont accueillis pour une période d'1 an. Donc on a lancé un appel à candidature pour une sélection à la fin du mois de mars, début du mois d'avril, pour une arrivée des résidents
résident au mois de septembre 2021 pour une période de quasiment un an jusqu'en juillet 2022. Ce qu'on essaye d'apporter aux artistes, c'est d'abord des espaces. Donc, il y a des espaces pour vivre, des studios, j'y reviendrai tout à l'heure, des espaces communs, quelques grandes cuisines qui sont partagées, un grand salon aussi qui est partagé, et puis ensuite ce sont des espaces de travail. Là, si je peux vous montrer les images tout à l'heure, ce sont des espaces d'ateliers partagés, qui n'ont pas d'équipement particulier, qu'on partage, on rassemble certains des 18 artistes, on les rassemble par grand atelier qui font entre 120 et 150 mètres carrés. Et puis ensuite, on a toute une série d'ateliers beaucoup plus techniques. Je les décrirai tout à l'heure, mais notamment un pôle d'impression assez important avec un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure, un pôle graphique et puis tout un banc de montage de post-production vidéo qui sont mis à la disposition des artistes. L'idée étant véritablement dans cet appel à candidature qu'on laisse tout à fait libre l'artiste de développer un ou plusieurs projets. Ça n'est pas donc un appel à projet que nous faisons, c'est vraiment des candidatures, des trajectoires qu'on essaye d'évaluer. Et ensuite, on essaye d'apporter toute une série d'outils ou d'accompagnement aux artistes. Le premier, c'est l'accompagnement technique de production, l'accès donc à ces fameux ateliers que je vous montrerai quelques images tout à l'heure. Il y a un accompagnement qui est aussi celui d'une logique professionnelle, donc on essaye vraiment de mettre en réseau les artistes. Certains viennent de plusieurs pays dans le monde, donc on essaye aussi de les familiariser à la scène artistique parisienne, alors faire rencontrer des commissaires d'exposition, des journalistes, des professionnels. Ça, on l'a déjà fait, on peut, ça c'est une chance, on peut continuer de le faire même en confinement, de continuer à inviter de faire des visites de studio avec des professionnels. Soit ça émane des artistes eux-mêmes sur des demandes très particulières, soit nous on propose aussi des visites, on propose à des personnalités de venir visiter ces différents espaces. L'accompagnement artistique, il peut aller, et professionnel, il peut aller jusqu'à une proposition en fait de présentation de travail dans la grande chaufferie, à un moment collectif où on va réunir les travaux des artistes qui sont en résidence. On va le faire, je croise les doigts pour qu'on puisse aussi y accueillir largement le public, on va le faire pour les premiers résidents au mois d'avril. L'idée étant qu'ils puissent, sur 4-5 semaines, présenter leur travail au sein des espaces de la chaufferie, qu'on puisse du même coup multiplier les occasions que les professionnels comme le grand public se familiarisent et connaissent leur travail. Il y a ensuite toute une série d'aides qui peuvent aller d'un accompagnement administratif sur les choses du quotidien. J'imagine que c'est votre cas ici aussi en Italie, mais on peut les accompagner. On leur fournit notamment des passes RATP pour plus de mobilité en Île-de-France. On a des cours aussi de français langue étrangère pour ceux qui ne maîtrisent pas encore la langue. Toute une série aussi d'accompagnement administratif de ce point de vue-là, pour essayer de favoriser au maximum une présence à Paris, une présence à Romainville qui leur soit vraiment bénéfique. Ce qui est peut-être important que je rappelle aussi, c'est que on n'attend pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement de contrepartie de la part des artistes, pas de contrepartie véritablement attendue. Une première chose, c'est que déjà d'une part, la Fondation Fimaco n'a pas de collection d'art et n'en aura pas. C'est-à-dire que tous les moyens qui sont les nôtres, techniques, d'accompagnement, on essaye vraiment de les mettre à disposition des artistes pendant leur temps de résidence. La deuxième chose, c'est que il y a des artistes qui sont des artistes de studio, on le sait très bien, qui sont dans une démarche de travail dans les studios. Il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup plus aux échanges avec le territoire, aux échanges avec le public. En fait, on essaye à chaque fois de s'adapter aux différents types d'individualité, de la manière dont on peut au mieux les accompagner. Ce qui fait que sur le groupe des 18 artistes que nous accompagnons depuis quelques mois, effectivement, il y a différents types d'implications dans la Fondation, mais pour nous, le plus important, ça reste
la présence sur le site, la vie sur le site, la capacité aussi à travailler. Il se trouve que chez les 18 premiers, il y a quelques-uns qui essayent déjà de travailler ensemble. Ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a créé nous, mais c'est des points de rencontre qui peuvent se passer entre la commissaire en résidence avec certains des artistes plasticiens. Ça vaut aussi pour les échanges qui peuvent exister entre les artistes en résidence chez nous et les autres acteurs culturels du site. Une artiste qui travaille avec un stagiaire de la Parsons School qui l'accompagne aussi sur un travail textile, un travail de couture. Il peut y avoir des échanges avec les galeries d'art qui sont présentes, il peut y avoir des échanges également avec les métiers d'art qui sont présents sur le site. On essaye aussi de faire connaître le travail des artistes en résidence par d'autres biais, par un travail notamment de communication, sur les réseaux sociaux, sur le travail qu'on peut faire avec la presse quand les occasions se présentent. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à eux, de pouvoir les accompagner et de pouvoir les valoriser. Quelques-uns, vous en connaissez peut-être, mais ça c'est la première promotion arrivée entre mai et septembre. Il y a une forte dimension internationale. On avait essayé pour le premier appel d'essayer de toucher largement. Personne ne connaissait la Fondation Filminco, donc on essayait vraiment d'aller en parler aussi à l'étranger. Et vous avez tout type de discipline. Vous avez une dizaine de pays qui sont représentés un peu partout dans le monde, des gens qui étaient déjà passés par l'Europe. Donc ce sont des artistes qui sont là jusqu'au mois de juillet de l'année prochaine. Il y a également une commissaire d'exposition, Annabelle Lacroix. Ça ne fait pas partie de l'appel à candidature qu'on a lancé en décembre. On le décale légèrement dans le temps. L'appel à candidature qui court jusqu'à la fin du mois de janvier est exclusivement pour des artistes du champ visuel. Alors, ce sont des photos pour montrer, voilà, bien sûr, ça n'est pas la beauté des chambres de la Villa Médicis, ce sont des espaces, des chambres qui font entre 20 et 25 mètres carrés, vraiment en fait dans le bâtiment lui-même, ce qui permet en fait une forme aussi d'harmonie entre les espaces dédiés au logement et les espaces dédiés à la création. Certains des éléments que vous voyez, que vous pouvez lire à l'écran que j'ai déjà mentionné, surtout l'accompagnement, on va dire, matériel qui est donné aux artistes. Quelques vues également des espaces de création, des espaces de travail. Il y a quelques espaces comme celui que vous voyez ici au milieu. Ça, ce sont les espaces que les artistes se partagent à 2 ou 3. Ce sont des espaces qui permettent à chacun en fait, d'y installer leur équipement, leur matériel. Et puis, il y a toute une série d'espaces un peu plus techniques. J'ai en particulier parlé du pôle d'impression. Le pôle d'impression, là vous voyez quelques artistes de cette première promotion à l'œuvre, Philippe Timichel en bas, Mauricio Limon, Evita Vagisleva en bas à droite. Il y a donc tout un pôle de sérigraphie qui est complet, c'est-à-dire qu'on peut aller vraiment du travail sur calque jusqu'à la table d'impression. Tout est internalisé, si vous voulez. Et on a fait le choix pour cet atelier de sérigraphie, comme pour l'atelier de gravure, on a fait le choix aussi de se faire accompagner par des chefs d'atelier, en fait par des artistes un peu plus confirmés dans ces deux disciplines de la sérigraphie et de la gravure. Pour la sérigraphie, c'est Baptiste Cachien, peut-être que vous le connaissez, et puis pour la gravure, c'est Édouard Volton. Édouard et Baptiste nous accompagnent vraiment à la fois dans le maniement des machines, qui nous ont aidés en fait à choisir le parc de machines qui sont là, et puis ils accompagnent très directement les artistes depuis le mois de septembre sur des travaux artistiques. Et en fait, ça a été une belle surprise pour nous parce qu'on ne savait pas si les artistes allaient s'emparer des machines. Et en fait, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une grande majorité des artistes de la première promotion qui ont développé certains de leurs travaux sur la base de ces ateliers et de ces machines ici présentes. Quelques petites choses supplémentaires. Donc, on a tout un atelier graphique aussi, quelques ordinateurs, un grand traceur aussi qui permet de sortir notamment les
calque pour le travail sérigraphique. On a un studio photo avec un peu de matériel et puis surtout un studio vidéo, matériel de Ginger Lemon, de Laetitia qui est ici, qui permet aussi tout un travail de post-production en vidéo pour tout ce qui concerne l'étalonnage et le montage. Donc ça, ce sont des espaces qui sont complètement disponibles, accessibles pour l'ensemble des artistes de la résidence. Je pensais terminer cette grande introduction pour vous redire un peu les prochaines dates qui sont les nôtres. Donc on a lancé un appel à candidature au mois de décembre, qu'on essaye de très largement relayer aussi à l'étranger, dans les réseaux de l'art. On a décalé la date butoir d'une semaine, donc vous êtes les premiers à le savoir, on communiquera dessus, je pense, jeudi ou vendredi. La date butoir a été fixée au 21 janvier, si vous l'avez vu passer. On se donne une semaine de plus, on a pas mal de questions aussi d'artistes qui nous interrogent. Là, il y a 2 ans, on avait reçu près de 500 candidatures, ce qui avait été tout un challenge pour nous, pour faire une sélection qui se portait ensuite sur 18, mais je pense que c'est le lot de tous les appels à candidature. Et ça va vous paraître un peu prosaïque, mais en fait, dans les documents qui sont demandés, ça reflète vraiment la philosophie qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voie royale pour candidater à la Fondation Fiminco. Il n'y a pas toutes les origines géographiques sont admises. On paye aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais le vol aller-retour depuis la ville d'origine. Donc il y a de ce point de vue quelque chose qui est vraiment une facilitation en fait, du déplacement. Et ce qu'on présente en fait au jury de sélection, c'est un parcours artistique. Donc par là, je veux dire que si jamais vous désirez candidater ou si vous connaissez des gens intéressés, ce qu'on demande, c'est vraiment suffisamment d'éléments pour comprendre un peu quelque chose du parcours artistique, de là où l'artiste se situe aujourd'hui, et de nous expliquer, et ça c'est vraiment juste la note d'intention qui peut le valoriser, un peu en quoi une année chez Fiminco, une année à Romainville, à Paris, fait particulièrement sens dans un développement artistique. On demande aussi des lettres de recommandation, ça nous permet aussi un peu de voir comment la démarche peut être étayée par quelques professionnels. Et puis, on peut très bien aussi décider de candidater sans favoriser un dossier papier. Donc on avait dit, on en avait reçu il y a 2 ans, quelques candidatures qui soient filmées, un petit film, qui soit une présentation pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'écrit. Et donc c'est vraiment un appel qui se veut très ouvert. Pas toujours évident. On avait essayé il y a 2 ans aussi de se déplacer en Asie, en Afrique, pour qu'on essaye de faire connaître parfois l'appel pas forcément toujours par les mêmes réseaux. Ça, c'est une volonté qui est forte chez nous, encore de continuer ce côté très international. On tient beaucoup à la candidature d'artistes femmes. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a une majorité de femmes à la Fondation. Ça, c'est quelque chose qu'on va maintenir, qui nous semble très important. La diversité des pratiques artistique est quelque chose qui nous va très bien. Il faut tout de même, j'ai eu ces questions-là, mais que ce soit d'abord une démarche artistique plastique qui soit la démarche principale de l'artiste. Des curateurs m'avaient demandé s'ils pouvaient candidater à cet appel-ci. Je préfère à la limite les renvoyer vers l'appel à curateurs, à curatrices. Certains m'ont demandé aussi si des pratiques étaient purement performatives avaient leur place à la Fondation. Il faut tout de même qu'il y ait aussi une démarche graphique, plastique qui soit forte, même si on n'exclut pas la possibilité aussi d'avoir des artistes de la performance chez nous. En revanche, dans les ateliers que je vous ai décrits, il n'y a pas à proprement parler d'espace dédié à la performance ou à la danse, pas en tout cas dans cette première étape du projet. La date butoir, elle a été donc reculée au 28 janvier de ce mois-ci. Et puis, comme il y a 2 ans, on va constituer un jury. Il y a 2 ans, c'était notamment Xavier Franceschi du FRAC, Nathalie Ergino de l'IAC de Villeurbanne ou Bénédicte Alliot de la Cité internationale des arts. Là, je préfère pas dévoiler leur nom, mais on a quelques personnalités aussi de l'étranger qui ont accepté de nous rejoindre. On les réunira au mois de mars, le temps pour nous aussi d'analyser la totalité des dossiers pour une décision. Quelques entretiens par Skype ou en direct au mois de mars pour une décision finale au mois d'avril, pour préparer donc ensuite la venue des prochains résidents dans de bonnes conditions pour septembre 2021.